Pour moi, c'est un immense plaisir d'accueillir une femme que j'admire énormément, énormément, avec qui j'ai le bonheur de travailler de temps en temps, qui s'appelle Madame Dominique Carlache. Une dame, une femme encore, et qui nous fait l'honneur, malgré son agenda surchargé, de nous faire une conférence comme elle sait le faire, puisqu'elle est vice-présidente du MEDEF, ancienne athlète, championne. Bon, je te laisse la parole, c'est le plus simple. Bonjour à toutes et à tous. Merci Maryse pour tes petits mots gentils. Et j'adore venir ici, et Denis le sait, la Maison du Sport, voilà, je reviens à mes anciennes amours et à ce qui m'a formée, ce qui m'a fait devenir chef d'entreprise. Alors tu m'as demandé d'intervenir sur les stratégies de rebond des entreprises françaises. Alors j'ai beaucoup aimé les dernières interventions là, auxquelles j'ai assisté, sur tout le côté économie du bien commun, bienveillance, courage, parce qu'il en a fallu vraiment beaucoup. Et il faut aussi le courage de la prudence et du réalisme. Et donc, ce que je me propose de faire, c'est vous faire un petit état des lieux de où en sont les entreprises françaises pour ensuite répondre à la question sur les stratégies de rebond. Donc, l'état des lieux, en ce moment, il y a indéniablement un rebond et une reprise très forte, y compris dans les secteurs qui avaient fermé administrativement. Pourquoi ? Parce qu'il y a une appétence des Français, tout simplement, pour retrouver la vie d'avant. Donc, de ce fait, la consommation repart. Il y a un redémarrage très très fort dans les restaurants, dans les cinémas, dans les commerces, dans les centres commerciaux. Donc, on ne peut que s'en réjouir. Et on n'a pas de raison de douter que ça va s'arrêter et que ça ne va pas se poursuivre durant l'été. Donc, la vraie question, c'est est-ce que ça va durer à la rentrée ? Donc, on est prudent. On ne croit pas non plus, dans notre prudence, à un mur de faillite. Il n'y aura pas de mur de faillite, ni une grande vague de plans sociaux. On a eu peur de ce mur de faillite, on nous annonçait 1 million de chômeurs. On n'aura pas ça. On a des meilleurs chiffres en 2020, donc je rétropédale sur les chiffres 2020 qu'en 2019, et pour cause, on a eu un filet de protection étatique qui a fait qu'il n'y a pas eu ce mur de faillite. Et puis, il y a eu des stratégies de rebond également. Donc en réalité, pour nous, actuellement, c'est quand même un peu l'optimisme. Et le vrai juge de paix, ça sera le printemps prochain. La réalité de pouvoir savoir si on a bien rebondi ou si l'économie a été très malmenée, ça sera le printemps prochain. On aura quand même pris moins 8% de PIB en 2020. Ça n'est pas rien, ça faisait très longtemps que ça n'était pas arrivé. Et donc, pourquoi c'est au printemps qu'on verra ça ? C'est parce que c'est à ce moment-là qu'il faudra commencer à rembourser les fameux prêts garantis par l'État. Et c'est là qu'on va voir comment les entreprises sont capables de rembourser ces prêts garantis par l'État et comment l'économie française et les entreprises ont retrouvé du souffle et suffisamment d'élan pour rebondir. D'ailleurs, si vraiment en termes sportifs, c'est lamentable ce que je viens de dire là, parce que prendre de l'élan pour rebondir, moi qui suis athlète, on ne rebondit pas quand on saute, c'est même contre-productif. Donc, on va quand même évoquer 2 obstacles à cette reprise qu'on commence déjà à percevoir. C'est d'abord, le premier obstacle, c'est la difficulté à recruter. On a des difficultés à recruter dans tous les secteurs. Je vous donne juste l'exemple de la restauration. On cherche 100 000 collaborateurs. Et 100 000 collaborateurs, ça ne se trouve pas facilement. Il faut les intéresser au métier. Et puis, il y a beaucoup de collaborateurs de la restauration qui sont partis dans d'autres métiers parce que tout simplement, ils n'avaient plus de travail pendant 1 an, qui ont découvert d'autres métiers, qui ont appris de nouveaux métiers, qui ont appris de nouvelles compétences et puis qui vont y rester parce qu'ils y sont probablement bien. Et donc ça, c'est un premier frein au rebond, c'est tout simplement ne pas avoir les bras ou les cerveaux pour pouvoir accompagner le rebond. Le deuxième problème que l'on peut avoir et qu'on perçoit d'ores et déjà, c'est le problème d'approvisionnement et le problème des prix des matières premières qui devient franchement préoccupant actuellement. Le bâtiment, qui traditionnellement on dit quand le bâtiment va, tout va,
Donc le bâtiment, en ce moment, c'est vraiment le fer de lance de la reprise. Les patrons dans le bâtiment ne savent plus où donner de la tête pour assurer et assumer leurs commandes. Le prix de l'acier a pris 30%. Et donc, du coup, on commence à parler d'arrêt de chantier parce qu'on n'arrive plus à être approvisionné. C'est même pas la spéculation sur les matières premières qu'on essaye de répercuter plus ou moins dans les prix, c'est tout simplement le fait qu'on ne puisse pas s'approvisionner. Il y a une telle tension sur les matières premières qu'on commence à avoir des arrêts de chantier. Donc ce serait quand même dommage que, faute de matières premières et faute de talent, on ne puisse pas, ou en tout cas on ralentisse ce fameux rebond. Donc à court terme, on aura les consommateurs toujours envie d'aller prendre un verre au café et manger en terrasse. Mais les fondamentaux basiques de l'économie nous invitent à être prudents. Et pourtant, en étant vice-présidente du MEDEF et depuis 30 ans dirigeante d'entreprise, je suis pétrie d'optimisme. Et quand les sirènes étaient mauvaises, on nous disait qu'il y aurait 1 million de chômeurs, je n'y croyais pas non plus. Mais voilà, force est de constater qu'il faut quand même rester lucide et prudent. Alors, les constats que l'on a eus sur l'impact de la crise et pour justement construire le rebond en entreprise, c'est le premier constat, c'est que la crise sanitaire, on en a souvent parlé dans beaucoup de secteurs, la banque comme tous les métiers de service, mais pas que, a vraiment redistribué les cartes de la relation des entreprises avec leurs clients. Ça a été une révolution en réalité et une accélération dans la révolution. Quand on est plusieurs mois en confinement et qu'on est dans des métiers de service, eh bien, le passage au 100% digital, pour certains, a été la clé. C'est-à-dire qu'en gros, on a vu une généralisation du e-commerce qui a engendré de ce fait de nouvelles exigences vis-à-vis de nos clients. C'est-à-dire qu'en gros, on a une attente de nos clients de plus de rapidité, voire d'immédiateté. On ne va pas parler de caprice, mais en fait, le client qui s'habitue à être dans le e-commerce et dans la digitalisation, dans sa relation client-fournisseur, eh bien, il s'habitue à la rapidité, voire à l'immédiateté, et on est jugé là-dessus. Est-ce qu'on est capable de suivre cette immédiateté dans la relation client? On assiste également à un engouement de la proximité, également, et notamment l'engouement dans l'agroalimentaire de tous les circuits courts. Ça, c'est un nouveau phénomène et qui convient d'intégrer dans sa stratégie d'entreprise. On a eu aussi quelque chose qui est apparu, alors qui malheureusement est en train d'un petit peu disparaître, et c'est inquiétant, mais on a eu un sursaut d'humanité et d'authenticité aussi. Alors on se rappelle qu'on a tous applaudi à 20h il y a un an le monde hospitalier, mais on a été aussi sur des phénomènes de livreurs engagés, de reconnaissance des livreurs qui justement satisfaisaient cette immédiateté. En ce moment, on a d'autres soucis qui apparaissent et il ne faudrait pas oublier justement que ça nous a bien servi, nous en tant que consommateurs et nous en tant qu'entrepreneurs, avec un SAV téléphonique qui avait augmenté en qualité. Et donc, du coup, il faudrait capitaliser et garder ça comme héritage de cette crise. Ce qu'on constate en termes de chiffres sur cet e-commerce, c'est qu'on a aujourd'hui 52% des Français qui achètent avec un système de click and collect. Et la Fédération de la grande distribution, la FCD, a constaté que justement le click and collect a augmenté de 74%. C'est une enquête qui vient de sortir en juin 2021. Plus 75% de click and collect, ça revisite complètement les stratégies d'entreprise. Donc dans la crise, on a constaté des nouveaux modes de consommation, une amélioration, et donc ça nous donne en germe les clés de la réponse à ta question, Maryse, qui est le rebond. Et donc celles qui ont traversé le mieux la crise, paradoxalement, c'est justement celles qui ont réussi, et dans la banque vous êtes assez exemplaires là-dedans, celles qui ont réussi à maintenir et à développer leur relation client, leur relation avec les clients. Et à contrario, eh bien, celles qui n'ont pas su rebondir, c'est celles qui ont eu des faiblesses en termes d'agilité vis-à-vis du client et de lenteur dans leur transformation numérique, qui n'ont pas vu le coup venir et qui n'ont pas su s'adapter quasiment en direct en gestion de crise. Alors le deuxième constat est lié au premier. Donc premier constat, on a revisité la relation client pour s'en sortir. Deuxième constat, le e-commerce s'impose comme une normalité. Aujourd'hui, c'est une normalité, c'est un incontournable, mais la majorité des entreprises ne sont pas prêtes. Et ça, celles qui ont réussi
tant mieux pour elles, mais la majorité des entreprises restent encore pas tout à fait matures là-dessus. Si on regarde les TPE, les toutes petites entreprises, il y en a quand même les 2/3 qui n'ont pas encore de site e-commerce. Donc, quand on voit que le consommateur, il a pris des habitudes de commander depuis chez lui et de se faire livrer chez lui, et que les 2/3 des TPE n'ont pas de site internet de e-commerce, ça va être compliqué pour la suite pour les ventes. Ça va être très compliqué. 33% d'entre elles n'ont pas, je ne parle même plus du site de e-commerce, qui est le Nec Plus Ultra pour servir son client, mais ne serait-ce qu'avoir un site vitrine internet, qui n'est pas encore l'acte d'e-commerce. Malheureusement, il y a 1/3 d'entre elles qui ne sont pas pourvues de sites vitrines. Donc là, à nouveau, c'est un ralentissement dans le rebond de l'économie, puisque si on n'est pas équipé de ces outils-là, on ralentit de ce fait une création de valeur là où le consommateur, lui, a envie de consommer. Donc il est urgent que finalement, on travaille notre offre, parce que le consommateur, il est bien là, il a bien envie de consommer, d'autant plus qu'il a pas mal épargné pendant les mois de confinement. Donc il a un pouvoir d'achat, il a de l'envie de consommation, donc on est bien dans une problématique d'offre et de booster l'offre. Si on regarde les PME, là on parlait des TPE, si on regarde les PME, c'est pas beaucoup mieux, malheureusement. Donc les PME, c'est les moins de 250. On a 155 000 entreprises qui ont engagé une transformation digitale. Il y a 155 000 PME de moins de 250 et il n'y en a que la moitié qui, à l'occasion de la crise Covid, ont engagé une transformation digitale. Alors, la bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle est une mauvaise nouvelle. Si on regarde à l'échelle européenne, c'est la même chose. En fait, à l'échelle européenne, il y a seulement 25% des entreprises européennes qui sont actuellement en ordre de marche pour l'après-crise. Donc, on a véritablement, avec les pouvoirs publics, à construire des politiques publiques, non pas seulement sur des aides et des compensations financières, mais véritablement aider les entreprises à accélérer leur transformation digitale, parce qu'encore une fois, autant avant la crise Covid, on sentait ça à bas bruit, autant avec la crise Covid, le consommateur a changé et les besoins de consommation ont changé, et donc on doit accompagner cette transformation, parce que sinon, des nouveaux entrants qui ne seront pas passés par la case de servir leurs clients comme avant, mais ils vont rentrer directement, comme on l'a pu voir avec la téléphonie ou le paiement par téléphonie, comme en Afrique ou en Chine, directement à cette étape-là. Donc il ne faudrait pas que nos entreprises qui étaient habituées à une autre relation client et à d'autres outils mettent longtemps à s'adapter. Donc il faut qu'on accélère sur leur accompagnement, et notamment avec les pouvoirs publics. Le constat numéro 3, c'est qu'on a analysé, donc on a au MEDEF, pendant la crise, créé une nouvelle commission nationale qui s'appelle la commission rebond, pour accompagner les entreprises justement dans leur rebond économique. Et donc on a essayé de faire celles qui s'en sortent et celles qui s'en sortent moins, et d'analyser quels sont les critères et les bonnes pratiques de rebond. Et donc ça rejoint pas mal ce qui a été dit dans la table ronde précédente. On passe dans un tiercé gagnant pour les stratégies de rebond. Non à l'immobilisme, c'est-à-dire qu'il faut se bouger même quand tout est foutu. Je vais vous donner 2 anecdotes qui m'ont marqué. Une qui est mon entreprise. Moi, je suis dans une entreprise de service. L'année dernière, on était à moins 50% à la même époque. Et moins 50% dans une PME de service, ça fait mal. Donc, j'ai procédé un peu comme tout le monde, par prudence, à du chômage partiel. Alors, du chômage partiel, j'ai mis à 50% les équipes en chômage partiel. Donc, elles ne travaillaient pas le matin et elles ne travaillaient que l'après-midi, parce qu'il y avait moins 50% d'activité. Et en fait, au bout de 3 semaines, j'ai arrêté. J'ai arrêté au bout de 3 semaines parce que je me suis dit, en fait, les gens sont en train de se débrancher. Je vais assumer mon rôle d'entrepreneur et mon risque d'entrepreneur, à payer à perte des gens qui n'ont pas de charge, et puis à inventer le futur de notre entreprise. Et à ne pas rester dans cette immobilité de « j'ai une perfusion d'aide, donc ça me sécurise », mais en réalité, je suis en train de faire un arrêt du cœur de mon entreprise. Alors ça va repartir, mais je suis en train de faire un arrêt du cœur, le sang ne circule plus. Donc j'ai arrêté ça, j'ai pris mon risque de ne pas prendre les aides et de dire en fait toute idée de développement que vous avez, c'est oui.
Et donc, même si ça n'est pas facturable à des clients, votre client, c'est l'entreprise, en fait. Vous allez travailler pour l'entreprise, et aujourd'hui, je suis à plus 40%. Et donc, je suis vraiment très fière de ne pas être restée dans cet immobilisme. Et ça me rappelait une fable de La Fontaine, que vous devez peut-être connaître, qui est la fable des deux mouches. C'est deux mouches qui tombent dans un verre de lait, et une dit oh, « on est foutu, on est des insectes volants, on est dans du lait, donc on va mourir noyé ». Et donc l'une est complètement affolée en disant « c'est notre dernière minute de vie ». Et l'autre dit « mais non, on n'est pas foutu ». Elle se remue, elle se remue, elle se remue. Elle va évidemment pas nager, la pauvre mouche. Et à force de remuer, elle transforme le lait en beurre et donc elle ne se noie pas. Donc j'aime beaucoup cette fable parce que c'est l'inverse de l'immobilité qui crée de la valeur. C'est-à-dire qu'on se remue, et ben voilà. Alors il faut en passer par cette prise de risque de dire ben moi j'ai renoncé aux aides parce que je ne voulais pas rester et installer mon entreprise au congélateur dans l'immobilisme et puis sortir de l'âge de glace et puis repartir. Ben, en fait non, il fallait ne pas être dans cet immobilisme. La deuxième clé du succès du rebond, ça a été d'augmenter justement les investissements technologiques et d'être complètement contre-cyclique en disant au moment où tout s'arrête, eh ben, j'investis. Donc c'est assez contre-intuitif parce qu'au moment où tout s'arrête, vous aviez beaucoup de conseils. Moi, mes comptables me disaient tu réduis la voilure, tu arrêtes les gens qui sont en période d'essai, tu ne prends plus un seul jeune. En fait, j'ai fait l'inverse à nouveau. J'ai investi dans la numérisation de l'entreprise et beaucoup des entreprises qui ont bien rebondi, justement, ont accéléré sur les investissements. Et puis, dernière clé du succès dans le rebond, c'est les entreprises qui ont modifié leur structure organisationnelle et qui ont appris à travailler autrement. Donc autrement, et ce n'était pas facile, parce qu'on s'est retrouvé devant un mur de télétravail, en tout cas pour les entreprises de services et pour les fonctions télétravaillables dans l'industrie, où on n'avait jamais été contraint à... C'était pas un crash test, c'était pas un stress test, c'était un vrai crash test. 5 millions de Français en télétravail forcé pendant des semaines, il fallait complètement changer l'organisation du management, de la communication, des structures intermédiaires, et on était perdu. Et si on ne procédait pas à cette transformation organisationnelle, en fait, on n'y arrivait pas, on n'arrivait pas à rebondir. Et il se trouve que celles qui ont accéléré ces transformations organisationnelles, il y a une étude qui est sortie en avril 2021, ont augmenté leur productivité de 20%. Donc, tout en ayant recours à du chômage, à du télétravail massif, elles ont augmenté leur productivité de 20%. Donc, ce qui a renvoyé à une question majeure et un critère qui a été évoqué tout à l'heure, c'est le leadership. C'est-à-dire, c'est Napoléon sur le port d'Arcole. Il y a une crise, tout est foutu, mais en fait, on accélère, et c'est pas dans la maison du sport que je pense que je serai contredite. Alors, pour conclure, je pense que j'avais un temps de parole qui était supérieur à mon intervention, Maryse, mais j'en suis désolée. Moi, je faisais du 400 mètres, pas du 3000 steeple. Voilà. Donc, pour conclure, ces propos en filigrane, ça veut dire quoi? C'est qu'il faut que, pour rebondir, il faut qu'on revienne à notre âme d'entrepreneur. Quand on a été créateur d'entreprise, rien ne nous attendait pour qu'on réussisse. Moi, ça a été sur un licenciement économique, d'autres, c'est sur un pari fou, technologique, marché. Et je pense qu'il faut qu'on revienne à cet ADN d'entrepreneur. Il faut se dire, en fait, rien ne nous attend pour que ça marche. Donc, si rien ne nous attend pour que ça marche, il faut qu'on soit en capacité d'accélération, de leadership, d'invention, de créativité, d'être rassurant, d'être bienveillant à l'égard de nos équipes et de nos clients. Ce qui signifie en filigrane que puisque nous n'avons pas eu ce mur de faillite qui s'est présenté à nous, il faut être lucide et il faut se dire à un moment donné, le quoi qu'il en coûte de l'État, il faut que ça s'arrête. Parce que sinon, à l'image de ce qui se passait dans mon entreprise, on va rentrer dans un cycle économique qui n'est pas la vraie économie. Le cycle économique de la vraie économie, c'est de créer de la valeur par soi-même, à un moment donné d'avoir des compensations, et c'est bien normal parce que nous n'avions pas affaire à une crise économique en tant que telle, c'était une crise sanitaire qui a engendré des décisions administratives qui ont donc gelé l'activité économique. Mais ça n'était pas une crise économique endogène. Et donc, il faut à nouveau renvoyer l'entrepreneur à son rôle d'entrepreneur et à sa responsabilité d'entrepreneur, qui est de créer de la valeur, de donner du travail, de créer de l'activité et créer de la richesse. Et du coup, ça veut dire que le quoi qu'il en coûte doit à un moment donné s'arrêter.
Alors il ne doit pas s'arrêter brutalement. Il faut en sortir, je dirais, d'ici à la fin de l'été. Il faut retirer ces béquilles qui étaient indispensables pendant la période de contraintes sanitaires, mais quand il n'y a plus de contraintes sanitaires, il faut qu'on revienne à notre ADN d'entrepreneur. Donc au 30 juin, il n'y aura plus, a priori, de restrictions sanitaires. On a même avancé un petit peu et on commence à libérer les énergies. Donc, sauf à accompagner des secteurs extrêmement affaiblis, et l'économie présentielle a été extrêmement affaiblie, donc les accompagner au moins jusqu'à la fin de l'année, il faut que le quoi qu'il en coûte s'arrête pour libérer cette finalement énergie qui, quand elle est totalement libérée, rebondit plus haut. J'ose pas dire situs, Celsius, Forcius, mais c'est quand même pas loin de ma conviction. Quand vous êtes libéré justement de tout ce qui pouvait vous contraindre, c'est là que vous faites la meilleure performance. Donc voilà mon petit recul sur le monde de l'entreprise face au rebond, en essayant d'avoir imaginé mon propos d'image sportive. Et je suis à disposition pour toute question. Merci. Alors, on a la chance d'avoir Dominique. Je vous garantis que c'est un vrai privilège. Donc, je veux une question par personne. Allez, François. Elle est tellement claire. On est vendredi, il est 16h30. On est tous dans le rebond. Ah. Roland Garros va te poser une question parce qu'elle sait rebondir, notre Aurélie. Elle sait prendre des risques. Bonsoir. Selon vous, en fait, la pénurie dans certains secteurs d'activité, notamment, vous avez identifié l'hôtellerie-restauration. Pour ce qui nous concerne, c'était plutôt la sécurité privée cette année à Roland-Garros. Est-ce que ça concerne, à votre avis, un problème de politique de rémunération des métiers qu'on a identifiés comme essentiels pendant la crise, justement, et que ce manque de transparence ou cette politique de rémunération et ce manque de valorisation dans ces métiers entraînent en fait cette pénurie? En fait, il y a un vrai sujet de compétence et de reconnaissance dans ces métiers. Je pense que tant qu'on n'aura pas justement valorisé, accompagné et premiumisé ces métiers, eh bien, les jeunes, ils iront vers les métiers où on les valorise, où ils sont reconnus et où ils apprennent. Et donc, le gros challenge, on est en pleine, justement, on a pris un agenda social autonome du gouvernement avec les 5 organisations syndicales et les 3 organisations patronales. Et un des 3 sujets qui a retenu notre attention, c'est la réforme de la formation professionnelle. Parce que justement, si on ne dépoussière pas la formation professionnelle, la valorisation des métiers, on va être confronté, et qu'on ne l'accompagne pas, on va être confronté à la loi pure et dure du marché, de l'emploi. C'est-à-dire qu'il y a des marchés qui sont en émergence et qui sont attractifs, il y a des métiers qui sont en développement et qui sont attractifs, et puis il y a des métiers qui sont en déclin et qui sont peu attractifs. Si on ne se saisit pas de ce sujet, nous, les partenaires sociaux, que ce soit les employeurs ou les syndicats de salariés, en fait, ça sera la loi du marché et les potentiels employés iront vers là où c'est le plus attractif, là où c'est le plus dynamique, là où ils sont reconnus. Donc nous avons notre part de responsabilité, effectivement, dans cette désaffection de certains métiers, si on ne les revalorise pas, et ce n'est pas qu'une question de salaire. C'est vraiment une question de valorisation globale de ces métiers. Et donc vous avez identifié effectivement la sécurité, j'avais identifié la restauration, on aura la même chose dans le bâtiment. C'est tous les métiers qui sont en tension aujourd'hui, eh bien ils ne sont pas en tension pour rien. Ils ne sont pas en tension pour rien. Or, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les employeurs cherchent des gens qualifiés. Donc à nous de faire le job de cette qualification et de cet accompagnement de la revalorisation dans ces métiers-là.
J'ai une seconde question qui concerne en fait l'accompagnement des entreprises justement sur la transformation digitale. Vous parliez de 2 tiers d'entreprises qui n'avaient pas de plateforme digitale ou de vitrine. De vitrine, parce que voilà, c'est les 2 vitrine tiers qui n'ont pas de plateforme et vitrine, un tiers. ou alors de e-commerce en fait, de plateformes de e-commerce sur leur site. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est envisagé pour accompagner ces petites sociétés ou ces petites structures dans cette transformation digitale ou pas dans un avenir proche? Oui. Nous, c'est dans les discussions qu'on a sur un deuxième plan de relance, notre combat, c'est un petit peu dans le plan de relance, dans l'esprit du gouvernement, de Bercy, du ministère de l'Industrie. On est toujours en train de parler de relance économique associée à relance industrielle, associée à relocalisation. C'est la première chose qui vient quand on mène une politique économique, c'est la politique industrielle, la relocalisation pour la souveraineté et l'indépendance. Et on a vu à quel point on était dépendant pendant la crise. Donc ça a été l'objet de tout le premier plan de relance, qui s'est beaucoup intéressé à l'industrie, qui s'est beaucoup intéressé à la relocalisation et qui n'a pas vu forcément en première intention tout l'enjeu d'un plan de relance tourné vers les métiers de service et donc vers une stratégie offensive d'accompagnement à la numérisation des entreprises. Or, c'est à combler. Pourquoi ? Parce que le télétravail de masse a prouvé une chose, c'est que quand on est dans un métier d'ingénierie, par exemple, ou de service, eh ben on peut faire de l'ingénierie à Bangalore, à Shanghai, à Mumbai, sans problème. Et on n'est pas obligé d'en faire à Saint-Quentin en Yvelines. Donc si on n'accompagne pas le fait qu'on ait véritablement un outil industriel numérique et des industries de services qui soient accompagnées de plans de relance, comme on le faisait du temps des hauts fourneaux, quand on avait des hauts fourneaux, on loupera le train et là, on va assister à une deuxième mondialisation qui sera la mondialisation des services et la mondialisation numérique. Donc, nous, ce qu'on commence à réfléchir, côté MEDEF, on a eu une présentation d'ailleurs cette semaine sur les métiers de service, on commence à dire qu'il faut qu'on travaille avec le gouvernement sur un deuxième plan de relance qui va mettre l'accent justement sur comment on accélère la numérisation des entreprises et tout ce qui va autour des services. Surtout dans un pays qui est, je prends un autre secteur, la première destination touristique au monde, qui a des fleurons dans l'événementiel. Donc toute cette industrie de services, et je fais le grand écart volontairement, qui n'est pas de la production manufacturière, doit faire l'objet d'une politique publique offensive. Sinon, on perdra notre leadership sur certains secteurs où on a du leadership et on perdra du terrain pour toutes celles qui n'ont pas fait la transformation numérique. Oui. Je voulais vous poser une question sur le deuxième obstacle, à savoir le prix des matières premières. Est-ce que au MEDEF, il y a une grande pensée sur le caractère structurel ou conjoncturel de cette hausse de prix? Alors je m'explique. Structurel, c'est-à-dire qu'on a vraiment une chute de capacité sur le long terme, ou conjoncturel, est-ce qu'on est juste dans un problème de reprise? Alors, moi j'aurais tendance à dire que c'est plutôt conjoncturel. Et c'est lié aux politiques publiques de relance des différents pays. C'est-à-dire que quand Joe Biden met ce qu'il met sur la table en termes de relance, il y a surchauffe. Et donc, tout le monde se rue pour avoir en même temps ces matières premières pour pouvoir fournir grâce au plan de relance qui soutient l'offre. Donc j'aurais tendance à penser que le fait qu'il y ait de tels plans de relance dans tous les pays du monde booste la consommation quelque part, booste aussi l'offre, et donc tout le monde a envie de produire en même temps. Voilà. Alors après, le problème, c'est que ça peut se transformer en problème structurel. C'est-à-dire que c'est un problème conjoncturel qui pourrait durer et donc devenir un problème structurel. Et c'est là qu'il faut qu'on soit un petit peu vigilant. J'étais en Italie la semaine dernière, c'est exactement la même chose. Donc c'est vraiment partagé dans tous les pays. Actuellement, c'est de surchauffe. Et après, il y a pas mal d'unités qui ont été arrêtées du fait de
Aussi. C'est pour ça que c'est pas parce qu'on allume la lumière que ça repart tout de suite. Tout à fait. Madame. Je voulais rebondir sur deux choses, plutôt des remarques. Je ne sais pas s'il y a une réponse à tout ça. D'abord, premièrement, et puis dans le précédent tour de table, ou table ronde, le numérique, il faudrait faire une pédagogie quand même autour du numérique, c'est-à-dire que souvent, très souvent dans les grandes entreprises, chez certains, c'est associé à de la perte d'emploi. Hein. Donc il y a cette espèce d'épouvantail qui est quand même assez vrai. On s'aperçoit souvent que c'est un levier de productivité et donc perte d'emploi potentielle. C'est souvent quelque chose qui est actionné d'ailleurs par les syndicats et qui souvent empêche la transformation. Mais il faut qu'on ait des réponses à ça. C'est-à-dire que si on supprime à certains moments des emplois, j'allais dire, de relations physiques, on le remplace par quoi ? Donc ça, c'est un point, je pense, il faudra être un peu plus précis aussi pour atténuer l'angoisse des uns et des autres. Et puis, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que justement, derrière le mot « service », je trouve que c'est tellement général qu'à la fin, je ne sais plus de quoi on parle. Et en écoutant, j'ai l'impression que le service, c'est que le numérique, mais non, voilà. Donc je pense qu'il y a des stratégies de service et pas qu'une seule. Et je ne sais pas, est-ce que vous avez des idées ou des choses derrière ces deux questions, remarques ? Ouais, sur la première observation, c'est vrai qu'il y a une peur éternelle. À chaque révolution industrielle, on a eu la même peur, hein, que la machine remplace l'homme. Il y a 4 révolutions industrielles, 4 fois la même peur. Hein. Et le PIB, en attendant, a quand même considérablement augmenté. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Si on fait un peu d'histoire économique, on se rend compte que la machine n'a jamais finalement détruit de la valeur et fait rétropédaler la création de valeur. Elle a plutôt enrichi les pays. Simplement, elle a entraîné des mutations en termes d'emploi. Et si on est plus proche de nous, et qu'on ne fait pas un saut par l'histoire, mais par la géographie, quand on a eu la 3e révolution industrielle avec l'automatisation en masse des productions, s'il y a une industrie au monde qui est très performante et très automatisée, c'est les Allemands, dont on envie toujours la performance, la compétitivité, le taux de chômage très bas. Et voilà. Donc on a des éléments de réponse en disant finalement, ce n'est pas de la destruction, c'est de la mutation d'emploi, et du coup qui doit s'accompagner par des compétences différentes. Et on fait, voilà, il faut faire, mais si on faisait plus d'enseignement et d'histoire économique à l'école, je pense, voilà, moi qui suis fille, petite fille, sœur, mère d'enseignant, je pense que ça sera mon prochain combat. Et le deuxième élément, sur les services, oui, c'est un peu un fourre-tout, mais je l'ai un peu distillé dans mon propos. Je ne sais pas s'il y a des X-Min qui nous écoutent ici, mais en visio, et je vous admire pour les concours que vous avez passés et que vous avez eus, mais la politique économique, quand elle est traitée à Bercy, à la DGE, il y a encore beaucoup d'X-Min qui la pilotent. X-Min, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. On est dans l'industrie, on est dans la mine. On n'est pas dans les services. Et donc, ce n'est pas encore des Bill Gates ou des Mark Zuckerberg qui sont à l'élaboration et à l'évaluation des politiques économiques. Donc je pense que dans la grande réforme qu'on essaye de faire, y compris de l'ENA, donc de nos élites, hein, de ceux qui élaborent les politiques publiques, alors soit on mettra des entrepreneurs, j'y crois moyennement. Un entrepreneur, il est fait pour être entrepreneur, il n'est pas fait pour être politique. Un politique, il est fait pour être politique, ou un administratif, etc. Sinon, il n'aurait pas choisi ce destin. En revanche, revisiter les formations qui amènent à élaborer une politique publique et se dire les services, c'est une industrie en tant que telle, si on veut garder des mots avec des repères pour pas trop se perdre. Et dans cette industrie, il y a différents segments et secteurs. Et quels en sont les modèles économiques, et se dire, être fier de soi. Premier pays au monde par son attractivité touristique. Voilà. Et un des rares pays qui ne considère pas que le service ce soit noble. Voilà.
Voilà, ah ben ça c'est votre job. Hein, ça c'est le job esprit de service, si j'ai bien compris la vocation. Ça pourrait être une politique publique aussi d'essayer de faire passer la France d'un état d'esprit de servitude à un état d'esprit de service. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Oui, oui. Tout à fait. Ça peut relever d'une politique publique si au niveau du code de la route, oui. on avait pris un conducteur des années 70 avec les règles d'aujourd'hui, il y aurait eu des émeutes partout. Et il y a eu des campagnes d'éducation. Exact. Ouais, d'éducation, ouais, véritablement des campagnes d'éducation, de pédagogie, de conviction. Je crois que on est plusieurs consultants dans cette maison. Quand vous affichez que vous êtes consultant, mais c'est comme régulièrement les grands autodafés qu'on fait avec les philosophes, les économistes, c'est la peste. Mais on crée de l'emploi, on embauche des jeunes, on embauche des femmes, on embauche la diversité, on embauche des docteurs, etc. On crée de la valeur et ça n'est pas reconnu. Alors qu'une usine sur laquelle on va faire une inauguration, ça c'est reconnu parce qu'on aura le drapeau bleu, blanc, rouge avec le ruban. Je travestis un peu et je force un peu le trait. Mais ça veut dire qu'en effet, il faut, vous l'avez dit tout à l'heure dans la table ronde, je crois, il faut avoir de la fierté de ces industries de services. Il faut avoir une grande fierté. C'est des gens que l'on qualifie, c'est des gens qui exportent, qui innovent. Donc il faut qu'on ait cette fierté au niveau étatique et au niveau des régions. Dominique, j'ai le droit de te poser une question? À moins que... Oui, mais peu importe. Oui, la question qui rebondit sur la présentation que j'ai faite tout à l'heure, plus tout ce qui a été dit. Effectivement, je pense que le facteur humain, au sens également sociétal, est quelque chose qu'il faut probablement redévelopper. Je pense qu'on a un peu trop pensé que l'éducation menait à des métiers et que je pense aujourd'hui, on s'aperçoit que les métiers sont en grande partie technicisés, numérisés, et j'en passe. Et le grand facteur qui ne sera pas résolu par les machines, c'est la réflexion, c'est la coordination, c'est la finalité, c'est la créativité. Et je pense qu'on a un décalage, on a un découplage entre ce qu'on produit comme, si je peux dire, compétence d'un côté, ou même vision de société, désir de société. Et je pense que là, effectivement, on peut espérer que le numérique nous oblige à faire ce saut. On voit à quel point il est à la fois source de créativité, d'évolution, et en même temps, il est un amplificateur de nos déficits d'esprit critique, de formation, à toutes sortes de niveaux. Donc je pense que là, effectivement, cette crise pourrait être une bonne opportunité pour faire ce saut. Ce que vous soulevez, c'est un problème profond. On a fait une enquête sur le rapport des Français au progrès et au progrès technologique. On rétropédale, c'est-à-dire qu'il y a une énorme méfiance à l'égard du progrès technologique, alors que quand au paléolithique ou au néolithique, on commence à faire des outils pour faciliter et chasser mieux et cueillir mieux, on progresse. C'est utile à l'homme. Et quand on fait du numérique et en pleine crise, qu'on a besoin de manger et de se faire livrer, on progresse aussi. Or, on a une grande défiance actuellement vis-à-vis des technologies d'une manière générale. Et donc, comment on peut réenchanter le monde avec les technologies, c'est difficile. Parce qu'effectivement, toutes les théories complotistes, Big Brother, etc., c'est compliqué à gérer aussi. Il y a Denis qui voulait... C'est justement le problème de la culture qui va avec, pour paraphraser la pub de Twingo, déjà ancienne. Donc je pense qu'effectivement, on a un problème de déficit de développement du sens, de l'assertivité, de toutes sortes de qualités qu'on décrit dans les sciences cognitives, que effectivement les consultants doivent développer, que les gens du service doivent développer, mais un peu au milieu de nulle part. Et je pense que là, il y a effectivement un gros chantier collectif. Tout à fait. Alors, on va passer la parole à Denis en embuscade. Et puis après, Nandine. Voilà. Vas-y, Denis, vas-y. Vas-y, allez-y. On a vu lors de la crise précédente que finalement, dans les secteurs qui avaient été le plus touchés, il y avait surtout des hommes. Donc finalement, ce sont les hommes qui ont été en 2008
ce sont surtout des hommes qui ont été impactés. Là, on voit que c'est l'inverse. Dans les secteurs qui ont été les plus touchés, il y a principalement des femmes. En tout cas, ce sont les emplois des femmes qui ont principalement été touchés. Et finalement, vous parliez de mutation de l'emploi. Est-ce qu'il ne faudrait pas, en fait, repenser l'emploi pour que ce soit, pour baisser le niveau de dépendance et pour faire en sorte que finalement, il y ait un meilleur équilibre, quels que soient les secteurs, et avoir des politiques très offensives, puisque là on a des politiques pour avoir plus de femmes dans le top, dans la gouvernance et dans les instances dirigeantes, ça c'est une chose, mais finalement on le voit bien, nos sociétés ont besoin aussi de beaucoup plus d'inclusion à tous les niveaux, et quel est votre point de vue là-dessus et qu'est-ce que vous pourriez préconiser? Oui, la crise l'a largement révélé et à surligner ce genre de problème. Donc, il faut que ça parte du haut. Il faut que ce soit les dirigeants d'entreprise eux-mêmes qui se saisissent du problème. 2, il faut que ça soit basé sur justement la compétence et non pas les quotas. C'est-à-dire qu'on ne prend pas une place parce qu'on fait partie d'un quota, on prend une place parce qu'on est compétent. Mais comment on le fait à ce moment-là? Est-ce qu'on attend 3 générations que ça se passe? C'est compliqué. Donc, il y a quand même un minimum de bonnes pratiques incitative à se dire, à défaut d'avoir des quotas, obligeons-nous à avoir des objectifs. Parce que qui dit objectif dit plan d'action, et qui dit plan d'action dit qu'on fera toujours quelque chose de mieux que l'état de fait. Voilà. Après, la difficulté, c'est qu'on ne se substituera pas aux stéréotypes intériorisés et au monde éducatif à nouveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, typiquement, il faut être pragmatique. Aujourd'hui, on peut avoir ce genre de discours et être extrêmement offensif et volontariste sur certains secteurs. C'est plus compliqué dans d'autres, parce qu'on n'a pas le vivier. Donc, si on veut, dans l'industrie, avoir plus de femmes en haut, il faut déjà en avoir plus tout court. Et donc, ça veut dire qu'il faut que des jeunes filles fassent des écoles d'ingénieurs et ne fassent pas HX et aillent en maths sup plutôt qu'ailleurs. Donc là, ce n'est pas les entreprises qui ne les veulent pas, forcément. C'est qu'il faut qu'on travaille, nous, à densifier le vivier. Ça, c'est notre responsabilité, pour pouvoir justement faire émerger plus de talents et ne pas tomber dans un principe de quota qui, de toute façon, sera une vue de l'esprit dans certains secteurs. Dominique, tu as dit tout à l'heure que vous sentiez, j'ai posé la question non pas de sportif, de citoyen, hein, je précise. Tout à l'heure, tu as dit que vous sentiez que l'activité reprenait, qu'il y avait des signes forts de reprise, etc., etc. Je crois que tout le monde s'en rend compte parce qu'il y a une telle envie de reprendre une activité. Mais il y a aussi des habitudes qui ont été prises pendant le Covid. Est-ce que vous avez statistiquement quelque chose qui vous permet de dire à un moment que toutes les offres d'emploi qui vont être créées ont des chances d'être satisfaites, ou bien que dans la difficulté que l'on a vécue, qui peut se traduire par des opportunités. Moi, je suis du genre optimiste qui croit effectivement que la difficulté, ça crée davantage des opportunités que des problèmes. Mais il n'empêche qu'il va falloir aussi que toutes les offres d'emploi soient pourvues, parce que si on préfère à un moment être assisté que s'engager, ça va aussi poser un problème énorme que les entrepreneurs vont aussi avoir des difficultés à résoudre et à maintenir à flot pour leur entreprise. Moi, c'est la peur que j'ai en tant que citoyen, c'est tout. Mais tu as raison d'avoir peur. Quand on observe les statistiques de postes non pourvus par rapport au nombre de chômeurs, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Ben oui. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il y a 2 choses qui ne vont pas. Un sujet, on va dire, un peu technique et un sujet un peu plus politique. Le sujet technique, c'est l'inadaptation des compétences par rapport aux besoins des entreprises. Et donc, il y a un frottement qui est que, oui, il y a des gens disponibles, mais ce n'est pas les compétences qu'on attend. Donc, c'est une partie du problème. Donc, du coup, il faut accélérer et booster la réforme de la formation et justement se dire, quitte à être justement dans l'inadéquation, on remet de l'adéquation là-dedans et on met beaucoup de moyens et énormément de moyens sur la formation professionnelle.
Parce que c'est ça, on sait qu'à ce moment-là, on rendra les gens adaptés et adéquats entre eux. Puis il y a un problème politique, mais qui est social et à l'approche d'élections, c'est extrêmement inflammable. C'est comment on gère l'assurance chômage. Et ça c'est extrêmement inflammable. Et après les grèves, réforme des retraites, les gilets jaunes et le Covid, est-ce qu'on rallume un feu là-dessus? C'est compliqué. Est-ce qu'on rallume un feu qui consiste à dire qu'il est toujours préférable de travailler plutôt que de ne pas travailler? Ou on adapte l'aide à ce qu'elle puisse être progressive et peut-être qu'elle ne soit pas manichéenne comme c'est le cas souvent. Ça sera tout l'enjeu de la réforme de l'assurance chômage, mais qui va être un sujet pour le coup politique pendant les présidentielles et qui devra être mis en œuvre dans la prochaine équipe.